Bonjour et bienvenue dans la mécanique de l'histoire. Aujourd'hui, dans le prolongement de la précédente vidéo consacrée au printemps arabe, nous allons revenir sur la situation chaotique dans une partie du monde arabo-musulman et nous interroger sur la question, semble-t-il à la mode, de la responsabilité occidentale dans cette situation. Depuis les attentats perpétrés le 13 novembre 2015, l'on voit des gens comme Michel Onfray, mais aussi Tariq Ramadan, qui expliquent que nous sommes victimes du terrorisme à cause de nos interventions à l'extérieur. Cet argument est également repris par les partisans de la thèse du blowback, le retour de flamme, souvent évoqué par l'homme politique américain Ron Paul. L'idée est que les interventions militaires à l'extérieur, même avec de bonnes intentions, entraînent des réactions néfastes contre ceux qui interviennent. Ainsi, de nombreuses productions diverses tournent sur les réseaux sociaux et font de l'Occident en général et des États-Unis en particulier les responsables directs de la situation du monde arabe. Ce sont les Européens et les Américains qui auraient fait sombrer des pays comme la Libye, la Syrie ou l'Irak dans le chaos. Je vais contester ici ces thèses. Non que je souhaite défendre des interventions militaires, que je juge en général inutiles et coûteuses, mais parce qu'en tant qu'historien et théoricien de l'histoire, j'ai le goût des causalités bien déterminées. Or, le discours qui fait des interventions militaires occidentales dans le monde musulman la cause sinon exclusive, du moins principale du terrorisme, est un exemple de fausse logique, d'argument post hoc ergo propter hoc, qui prétend dire que ceci est la cause de cela simplement parce que chronologiquement, ceci précède cela. Mais le meilleur moyen de réfuter ces positions est de pointer les véritables causes du chaos dans le monde arabe. Et c'est ce que je voudrais faire à présent. Dans ma précédente vidéo, j'ai déjà expliqué en quoi le stade global d'évolution pluriséculaire des sociétés arabo-musulmanes était propice à un mouvement de révolution en cascade comme le printemps arabe. C'était là ce que l'on peut appeler la cause générale. Essayons à présent de discerner les causes spéciales, c'est-à-dire les éléments déclencheurs et les tenseurs de cette crise. Voyons d'abord ce que j'appelle les tenseurs, c'est-à-dire les forces contraires qui produisent la crise. Avec la décolonisation, le monde arabe est entré dans l'ère politique, c'est-à-dire le moment où la majorité de la population devient politiquement polarisée, attachée à un camp politique. En Europe, c'est le déclenchement de la Révolution française et la destruction d'anciennes structures de pouvoir par les armées révolutionnaires et napoléoniennes qui avaient provoqué ce basculement général. Dans le monde arabe, donc, c'est le retrait des administrations occidentales avec la décolonisation qui a laissé le champ libre à la politisation de la société. Aussitôt sont apparus, même si leurs racines idéologiques sont plus anciennes, deux courants, représentant en réalité deux réactions distinctes à ce que j'appellerais la modernité, c'est-à-dire un ordre politique et social rompant avec les structures et les solidarités traditionnelles, associé à un mode de vie de plus en plus urbain et de moins en moins rural, marqué par un repli du religieux vers la sphère privée, une forte sécularisation de la société et une acceptation de l'hétérogénéité religieuse. La première réaction tendait à l'adoption de la modernité, la seconde à son rejet. La première réaction s'est incarnée dans le nationalisme arabe, la deuxième dans le salafisme. Le nationalisme arabe est assez comparable à ce que l'on avait jadis observé en Europe, notamment avec le jacobinisme de la Révolution française. Il s'agissait de fondre tous les Arabes dans une unique république et de libérer les populations des pays arabes par le haut, c'est-à-dire par l'exercice d'un pouvoir central qui se voulait émancipateur. Pour cela, il faudrait, d'autorité, imposer une citoyenneté unique permettant de supprimer les distinctions sociales traditionnelles. En particulier, tout comme cela avait été le cas en Europe, ce projet de citoyenneté unique dans une société sécularisée était perçu comme la solution aux querelles de religion, c'est pourquoi l'on trouvait beaucoup d'Arabes chrétiens parmi les partisans du nationalisme arabe, les minorités étant les premières bénéficiaires de ce type de citoyenneté nouvelle. L'autre réaction à la modernité, c'est le salafisme, qui prône non pas une adoption des valeurs de la modernité, mais leur rejet en retournant à un islam du passé fantasmé. Le salafisme moderne, apparu au XVIIIe siècle et prenant son essor au XIXe siècle,
devient un véritable mouvement politique au XXe siècle, spécifiquement avec la fondation, en 1928, des Frères musulmans, mouvement politique opposant au panarabisme, du nationalisme arabe laïque, une autre ambition, pan-islamiste celle-ci, et proposant comme alternative à la modernité un retour à un islam des origines que le principal théoricien du mouvement révolutionnaire, Saïd Qutb, estimait ignoré par la plupart des musulmans. Le salafisme est l'équivalent des mouvements européens hostiles à la modernité qui, du babouvisme au nazisme, en passant par le bolchevisme et le fascisme, ont réagi à la révolution industrielle et à la disparition des anciennes structures sociales par le rêve du retour à une société idéale d'ouvriers et de paysans. Les deux mouvements sont donc, dès le début, radicalement opposés et continuellement, les frères musulmans et la mouvance salafiste seront réprimés par les régimes autoritaires laïques issus du nationalisme arabe. En effet, le mouvement nationaliste, s'il intègre les idées modernes de laïcité, d'abandon des structures sociales traditionnelles et de libération des individus par la citoyenneté, demeure autoritaire et ne permet pas la transition démocratique, comme c'est souvent le cas dans les révolutions nationales. Dans la plupart des grands pays européens, la démocratie ne s'est pas imposée à la première révolution, mais seulement après que les camps nés de la révolution se soient assez affrontés pour comprendre la nécessité du compromis démocratique. C'est ce que l'on peut appeler la maturité politique. Les structures sociales et le niveau d'éducation politique de la population arabo-musulmane ne permettaient pas, à ce moment-là, d'engager cette mutation politique. Donc, les régimes nationalistes arabes n'ont pas permis l'alternance démocratique. Et cela d'autant moins que, en dépit du vernis nationaliste et laïque, des considérations ethnico-religieuses dicteront les termes des luttes de pouvoir au sein de ces régimes autoritaires, dont la population est moins homogène. Ainsi, en Irak et en Syrie, observe-t-on, sous le règne du parti nationaliste arabe Baas d'Assad et de Saddam Hussein, une installation au pouvoir des minorités musulmanes dans des proportions inverses. Un pouvoir sunnite dans un Irak peuplé grosso modo de trois quarts de chiites, et un pouvoir alawite dans une Syrie peuplée de trois quarts de sunnites. Ces fractures ethniques et religieuses se sont donc additionnées aux tensions liées au grand clivage entre acceptation et rejet de la modernité. Après cela, les tensions ont fermenté pendant un demi-siècle. Passés les acquis des débuts, les promesses révolutionnaires ne se sont pas réalisées. Pas de décollage économique, pas de progrès social, un décrochage vis-à-vis des sociétés développées toujours plus visible. Comme toujours dans ces cas, l'opposition, en l'occurrence les salafistes et les frères musulmans, gagne toujours de l'audience, même s'ils sont interdits de parole. 2 générations après l'installation des régimes nationalistes arabes, ce qui semble être une durée normale, puisque l'on trouve le même laps de temps entre la Révolution française et le printemps des peuples de 1848, s'est déclenché le printemps arabe, dont les révolutionnaires se regroupent en 2 catégories. D'une part, ceux que les Occidentaux ont désignés comme modérés ou démocrates, en fait les modernistes souhaitant aller plus loin que les acquis du nationalisme arabe avec l'établissement d'une authentique démocratie et de l'état de droit, et d'autre part, la vieille opposition antimoderniste, salafiste, trouvant enfin à s'exprimer dans l'effervescence révolutionnaire. On a alors assisté à tout l'éventail des possibilités d'issue des révolutions. En Tunisie, la transition a eu lieu de manière relativement pacifique. L'armée a pris le parti de la révolution et l'évolution semble se poursuivre vers une démocratie, même si l'environnement géopolitique accentue les fragilités. En Égypte, la transition a commencé de la même manière, pacifiquement, avec le départ de Moubarak, puis l'élection démocratique de Mohamed Morsi, mais le trop fort marquage islamiste de celui-ci a fait dégénérer le mouvement et aboutir au coup d'État du maréchal Sissi, qui marque un retour au moins partiel au système ancien. Enfin, il y a les pays dans lesquels la révolution a été réprimée et a aussitôt sombré dans la guerre civile. C'est le cas en Syrie, avec Assad qui a commencé à bombarder sa population après les manifestations de Dera, et ça a été le cas en Libye, lorsque Kadhafi a commencé à bombarder sa population et à embaucher des mercenaires étrangers d'Afrique pour massacrer lui aussi sa propre population. Dans ces 2 pays, les clivages traditionnels ont vite marqué la guerre. Minorités, notamment alaouites, contre majorité sunnite en Syrie, et en Libye où Kadhafi a eu beaucoup plus de difficultés à réprimer le mouvement en Cyrénaïque qu'en Tripolitaine, là où son pouvoir était installé. En Syrie spécifiquement, les choses ont mal tourné parce que, contrairement à l'Égypte et la Tunisie, seule la partie sunnite de l'armée a été touchée par la défection.
C'est le clivage chiite-sunnite qui a ajouté un facteur de conflit dans une situation déjà conflictuelle et conduit le pays à la guerre civile, là où l'Égypte et la Tunisie avaient connu une transition plus souple grâce à l'absence de ce clivage chiite-sunnite. Aujourd'hui, la guerre en Syrie se poursuit et le chaos règne dans une bonne partie de la Libye, où essaime actuellement l'État islamique. Des commentateurs prétendent que la situation en Libye est de la faute des Occidentaux qui sont intervenus pour faire tomber Kadhafi. Ils sous-entendent que, sans cela, Kadhafi serait toujours au pouvoir et que l'ordre régnerait. C'est en réalité improbable. Il n'y a guère de raison pour que Kadhafi ait pu être capable de faire mieux en Libye que les résultats obtenus par les massacres d'Assad, lequel était au bord de la chute lorsque la Russie a volé à son secours en septembre 2015. Et cela du seul fait de la révolte et sans intervention militaire occidentale. S'il n'avait pas été bombardé, le dictateur libyen serait probablement resté au pouvoir plus longtemps, peut-être y serait-il encore aujourd'hui, mais le pays serait dans un chaos similaire à la Syrie, et les groupes terroristes s'y entremassacreraient avec les mercenaires africains. La porte migratoire libyenne serait tout autant ouverte qu'aujourd'hui. On va me dire, et l'Irak alors? Il a bien été envahi par les Occidentaux alors qu'il était stable, et c'est bien là que l'État islamique est né. C'est vrai, l'État islamique est né en Irak et comme force recomposée des sunnites rejetés du pouvoir après la chute de Saddam Hussein, lesquels se sont alliés avec les révolutionnaires sunnites syriens, cherchant de leur côté à prendre le pouvoir détenu par la minorité alaouite. Et puisque les États-Unis ont renversé Saddam Hussein en 2003 et écarté les sunnites du pouvoir pour répartir celui-ci plus conformément au découpage ethnico-religieux du pays, alors la faute doit bien en incomber aux Américains. En réalité, il est bien plus probable que, si les Américains n'avaient jamais mis le pied en Irak en 2003, la situation dans ce pays serait sensiblement la même aujourd'hui. En effet, si Saddam Hussein était resté au pouvoir jusqu'en 2012, il est peu probable que l'Irak aurait échappé à la vague du printemps arabe. Sa situation ethnico-religieuse étant inverse dans ses proportions à celle de la Syrie, on peut penser que les zones chiites auraient rapidement échappé au contrôle de Saddam, d'autant plus que les rebelles de ces zones auraient bénéficié de l'appui de l'Iran voisin, comme en bénéficie effectivement le pouvoir chiite irakien depuis des années. Comme Assad, si Saddam Hussein avait survécu, il n'aurait pu maintenir son contrôle que sur les zones sunnites d'Irak et peut-être Bagdad, mais de manière très sanglante. Et naturellement, les sunnites d'Irak et de Syrie auraient été amenés à s'allier, comme c'est le cas actuellement dans le cadre de l'organisation État islamique. Saddam Hussein n'aurait pas forcément été le chef. Il aurait fallu qu'il survive jusque-là et qu'à 78 ans, il ait toujours été capable de s'imposer. En tout cas, l'Irak et la Syrie seraient à feu et à sang. Tout comme le serait la Libye si l'Occident n'avait pas bombardé Kadhafi. Dans un cas comme dans l'autre, les choses ne seraient pas très différentes et surtout n'iraient pas beaucoup mieux si l'Occident n'avait rien fait. En réalité, le discours voulant que tout est de la faute des Occidentaux a ceci en commun avec le discours interventionniste, qui est de croire qu'une intervention occidentale peut changer en profondeur le devenir des sociétés. Le monde arabe est dans l'état où il est actuellement parce que c'est malheureusement le point de passage obligé et déjà connu auparavant en Europe vers l'établissement de la démocratie et de la société libre. Tout comme en Europe, il y a des pays où ceci se passe de manière plus apaisée et linéaire, d'autres qui sombrent temporairement dans le chaos. Ce chaos n'est pas la faute des Occidentaux, il est le résultat d'une évolution endogène, interne, et le produit de facteurs locaux. Le terrorisme a la même cause profonde que le chaos, la lutte entre deux réactions à la modernité. Ce sont des tensions que nous ne pouvons pas purger à la place des pays arabes. La réaction la plus adaptée est donc de ne pas intervenir. Une intervention comme l'invasion américaine de l'Irak a été aussi inutile que de danser pour faire pleuvoir, mais en coûtant beaucoup, beaucoup plus cher. J'espère avoir réussi à montrer que l'Occident n'est pas responsable de la situation dans le monde arabe et qu'il est absurde de chercher des excuses aux terroristes en expliquant qu'ils ne font ça que parce qu'on les a attaqués les premiers, et donc toute repentance est sans objet. Mais dans le même temps, les interventions occidentales ont été aussi inutiles que coûteuses. À l'avenir, il faudrait donc en faire l'économie.